Je vais laisser la parole à madame Guéraud, qui va se présenter elle-même. Comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Je vous souhaite un excellent midi 14 heures et à tout à l'heure. On va couper les micros pendant, que madame Guéraud parlera et on les remettra pour vos questions. Voilà. Et je vous remercie beaucoup et peut-être aussi, C'est nous qui vous remercions. voilà. Et n'hésitez pas à agiter les bras quand je présente et que ce n'est pas clair pour m'arrêter. Et, voilà, hein, c'est un peu la règle qu'on va se donner. Alors, je m'appelle Laure Guéraud, je travaille pour un établissement public. Alors du coup, je vais tenter un partage d'écran pour partager mon écran. Et normalement, voilà, je travaille pour un établissement public qui s'appelle le CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, voilà, et qui a été créé dans les années 75, au moment où il y avait un désajustement des besoins du marché du travail et de l'appareil de formation. En gros, on ne formait pas les gens aux métiers attendus sur le marché du travail. Je vous montre le site. On est à peu près 120 avec voilà, des départements qui sont. Le CEREC est situé à Marseille, fait partie des établissements publics qui ont été délocalisés à Marseille. Vous avez un gros département qui est le département des entrées et évolutions dans la vie active et qui étudie à travers une enquête qui est l'enquête Génération, qui interroge un échantillon à peu près 33 000 jeunes qui ont quitté le système éducatif, tout niveau de formation et toute formation. On regarde rétrospectivement à 3 ans leur parcours d'insertion pour rentrer sur le marché du travail. On a le département formation et certification qui travaille sur toutes les questions de compétences, de certification à travers les certifications et les qualifications qui sont faites dans les organismes de formation et qui regarde aussi ce département l'usage de la formation continue au sein des entreprises. Et enfin, le DTEP, département emploi et professionnalisation, qui regarde les transformations du travail sur le marché du travail. Et à l'heure actuelle, par exemple, il y a beaucoup d'études sur tous les métiers en lien avec la transition écologique. Et comment ça, ils ne nous ont pas mis dans leur organisation? Et dans l'organisation, on a, excusez-moi, voilà, des gens comme moi. Voilà, il y a un réseau de centres associés et c'est vraiment l'originalité du CEREC. Alors, on ne voit pas très bien la carte. Je vais essayer peut-être. Voilà. Vous voyez, je crois qu'on est 12 aujourd'hui, 12 centres associés. Le principe de cet établissement public, c'est d'appuyer les questions qu'on se pose sur la relation formation-emploi avec des laboratoires de recherche pour continuer à poser des questions de recherche. Donc, Aix-en-Provence, on a des sociologies du travail et économie. Bordeaux, le centre qui nous accueille est le centre Émile Durkheim. Alors, quand je dis nous, on est deux personnes du CEREC au centre Émile Durkheim. Donc moi, j'ai une formation de politiste et j'analyse plutôt les questions de fonctionnement des politiques publiques. Et ma collègue Véronique Simon est sociologue. À Nantes, nos collègues sont des juristes. Ils travaillent beaucoup sur les conventions collectives et autres. Rennes, ce sont des économistes. Caen, on va trouver des géographes et des sociologues. Lille, ce sont des économistes. Strasbourg, on a beaucoup d'économistes parce qu'il y a de grosses bases de données qui sont gérées. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez voilà, que le CEREC publie énormément aussi, et que notre vocation, c'est d'aider. On a une double tutelle, ministère de l'Éducation, ministère du Travail, et on est censé éclairer la décision politique. Voilà, telle est notre vocation, et donc pour ça, on développe des travaux de recherche et des études, voire des évaluations. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et donc, alors, concrètement, je suis ingénieure d'études et je travaille voilà, pour cet établissement avec des sujets qui sont assez différents. Je travaille tout autant sur la décentralisation de la formation professionnelle à l'heure actuelle, j'ai une expérimentation, je suis une expérimentation avec des collègues dont je vous parlerai précisément sur l'accès des travailleurs handicapés au milieu ordinaire de formation.
qui est une expérimentation qui est portée par la région Normandie et qui a commencé il y a quelques mois. Donc, je pourrais vous en dire 2 mots. On va suivre ça pendant 2 ans. Et je suis en train de suivre une autre expérimentation qui est à l'adresse des NEET. Alors, NEET, ça veut dire pas d'emploi, pas d'éducation, pas de formation. Hein, c'est une abréviation anglaise. Hein. Et là, ce sont donc des jeunes qui vont être suivis pendant plusieurs mois avec une phase de remobilisation, une phase de service civique d'initiative et voir, voilà, permettre à des jeunes de retrouver du sens à rentrer dans un parcours de formation et dans l'emploi. Voilà. Donc, je vous en dirai pas plus. Je répondrai à des questions si vous en avez tout à l'heure. Alors, le plan d'intervention, je profite d'avoir le partage d'écran que j'ai prévu. Voilà, une première partie. Dans le champ du handicap, ce qui est compliqué, c'est la façon dont il s'est structuré. Et on va voir comment cette structuration impacte encore aujourd'hui le profil qu'il a. Donc, on verra hein, cette population, comment est-ce qu'elle a été identifiée, les logiques qui structurent précisément leur accès à l'emploi. Et vous voyez, j'ai noté une distinction entre milieu ordinaire et milieu protégé. Et effectivement, c'est ce qui va structurer les politiques d'emploi à destination de ce public. On a une logique de quota qui a évolué dans le temps et qui est ancienne et qui a évolué dans le temps, et un principe de non-discrimination. Donc, on a les deux qui coexistent et un modèle qui est sous-jacent, qui est celui de la transition professionnelle et que je vous présenterai. Du coup, comme on a un milieu professionnel, un milieu du travail qui est différent, on a aussi des publics différents. C'est-à-dire sous la même appellation travailleurs handicapés, on va trouver des personnes qui ont des profils différents. Donc, on pourra se poser la question au final, voilà, c'est de qui on parle. Et du coup, parce qu'on a des publics différents et des accès différents à l'emploi, on a des accompagnements vers la formation et par l'emploi qui peuvent être différents, avec un double registre, on le verra, qui sont un droit commun et un droit spécifique, qui peut s'inscrire dans une logique de quota, comme on l'a à l'heure actuelle, mais aussi dans une logique qui est celle de la non-discrimination, avec aujourd'hui des aménagements raisonnables qui structurent l'accès à l'emploi de ces personnes et une logique d'accompagnement, d'emploi accompagné pour les plus fragiles. Et voilà, un enjeu fort autour de la formation. Donc, j'essaierai de vous expliquer comment est-ce que se joue la formation de ce public. Et pour conclure, je vous donnerai les derniers chiffres qu'on a sous la main qui concernent l'accès à l'emploi de ces personnes. Alors, j'arrête le partage d'écran et je démarre. Voilà. On a un champ qui s'est construit. En fait, la construction du champ du handicap, c'est un champ qui se construit de façon, comment j'allais dire, par étape et sans que ce soit une construction d'entrée de jeu où on va penser le handicap. Le handicap, on va le penser globalement, en gros, dans les années 70. 1970. Avant cette date, on va résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes qui sont des problèmes plus de gestion de la pauvreté, de la mendicité ou de l'accès à l'emploi, et moins d'une question qui serait l'accès au travail des personnes handicapées. Et du coup, on a des politiques du handicap. Alors, je vais vous refaire un petit partage d'écran qui s'inscrit dans 5 législations. Et ces 5 législations, elles sont datées. On a la responsabilité civile, qui est la première qu'on a dans le Code civil, qui arrive en 1804, et qui est cette logique. Alors, quand on parle d'emploi, ça va être de pouvoir dire c'est la faute de mon employeur, c'est vraiment de pouvoir donner la faute. On va avoir ensuite, en 1898, l'accident du travail,
qui aura demandé 18 ans de débat pour être comment dire, voté, et qui va permettre à un moment donné de l'histoire et des phases d'industrialisation et surtout d'avoir déplacé des populations et fait travailler des populations loin de chez elles, va se poser la question de comment on fait pour automatiser comment dire, une réparation financière liée à l'accident du travail. Et ça va pouvoir se jouer à la fin du 19e siècle, d'une part parce que c'est l'invention des statistiques, c'est-à-dire on est en capacité de faire des statistiques, et d'autre part, une représentation, on va dire, du risque, qui est le risque accident du travail, d'être en capacité de penser l'organisation du travail qui génère un risque qui est l'accident. Et le principe de l'accident du travail, qui aujourd'hui est géré par les caisses, j'allais dire par les CARSAT, par les caisses régionales d'assurance maladie, ce principe, c'est que l'employeur ne sera pas comment dire, accusé. Voilà. On reconnaît que le fait de produire, cette nouvelle façon de produire, génère un risque et l'accident du travail. Et dans le cas d'un accident du travail, l'employeur n'est pas inquiété. Il y a des cas, excusez-moi. Je dis sauf faute lourde. Voilà. Alors, il y a des cas, effectivement, où le salarié peut dire je rejette l'idée d'un accident du travail parce que j'estime que c'est de la faute de mon employeur. Et là, parce que, alors pour X raisons, l'employeur n'a pas équipé les machines des protections nécessaires, voilà, n'a pas pris un certain nombre de précautions. Donc là, on sort du registre de l'accident du travail. Donc, accident du travail 1898, on n'est toujours pas dans une logique de travailleur handicapé. La guerre de 14-18 est intéressante parce qu'elle va commencer, on va dire, sur le plan des représentations. On a un phénomène d'augmentation massive de blessés de guerre. Et la guerre de 14-18, elle est intéressante parce qu'elle va être à la jonction d'une problématique de pénurie de main-d'œuvre. On a mobilisé énormément d'hommes pour les envoyer à la guerre et on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans ces cas-là, dans les cas de pénurie de main-d'œuvre, les moches deviennent jolis. Donc, les moches, c'est qui? C'est nous, mesdames. Et ça va être ces mutilés de guerre. Mutilés de guerre qui vont être pour beaucoup à la fois des personnes qui auront perdu des membres puisqu'ils avaient inventé des bombes qui déchiquetaient les membres. Et dès 1915, on voit apparaître des missives vers le ministère de la Guerre disant mais les hôpitaux sont encombrés de soldats, mais qu'on ne peut pas renvoyer au front. Et là, du coup, va se poser la question de ce qu'on pourrait appeler la récupération de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on va récupérer cette main-d'œuvre? Alors, pour voir comment on va récupérer cette main-d'œuvre, je vais refaire un petit bond en arrière dans 5 minutes. Mais ce qui est intéressant avec la guerre de 14-18, c'est qu'on va voir se développer sur le champ de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire celle du membre, comme on a beaucoup d'amputés, on va voir se développer les fabrications de prothèses. Il faut remplacer le membre manquant, donc on réfléchit à fabriquer des prothèses. Et c'est aussi un moment pendant la guerre de 14-18 où le ministère de la Guerre va mettre en place des centres de rééducation professionnelle. Ça va, je ne vous perds pas? Bon. Alors, ces centres de rééducation professionnelle, qu'est-ce qui fait que le ministère de la Guerre va créer des centres de rééducation professionnelle? On doit cette idée-là, en fait, à un grand courant qui va se développer tout au long du 19e siècle et qui est en lien avec le traitement de la tuberculose. Et le traitement de la tuberculose, qui est plutôt chouette avec la tuberculose, c'est qu'on ne meurt pas à tous les coups. Et le fait que les gens ne meurent pas à tous les coups, ça va poser la question de comment est-ce qu'on va les soigner. Et il va y avoir 2 grandes écoles. Il y a l'école allemande. L'école allemande, c'est l'école de la cure de repos. On envoie on alite le malade, on le nourrit, on prend soin de lui, vraiment, on fait attention à lui, c'est la cure de repos. Et on a une autre école qui est plutôt l'école anglaise, qui va être portée par les Anglais et qui consiste à dire il faut isoler le malade.
on va l'amener dans la campagne, vers un air qui est un air pur, qui n'est pas celui des centres urbains. Et puis surtout, on va commencer à le réentraîner au travail. On va voir comment cette idée de réentraînement au travail, c'est un modèle qui traverse toutes les politiques de l'emploi, des personnes handicapées, et aussi, c'est un modèle qu'on a transféré dans les années 80 aux chômeurs valides. Cette idée du réentraînement au travail, on va pouvoir le faire à la campagne avec des travaux petit à petit. Et c'est cette idée que le tuberculeux malade, pauvre, on le met au grand air, on le soigne, mais aussi on lui redonne une capacité physique de travail, et que quand il sera guéri de la tuberculose, on pourra le renvoyer sur le marché du travail. C'est cette idée-là que la France a adaptée. Donc en France, les grands centres de traitement de tuberculose sont des centres à la campagne, et qui prévoient cette logique de rééducation professionnelle. On réentraîne au travail. Ce réentraînement, pendant la guerre de 14-18, le ministère de la Guerre va se dire on va faire pareil. On va créer des centres pour les mutilés de guerre et leur réapprendre à travailler. Et donc, on en a un à Bordeaux, qui est rue des Airs, donc qui n'est pas très loin de votre centre culturel, qui est rue des Airs, et qui, jusqu'à il y a quelques années, parce que le ministère, l'Office national des anciens combattants s'est débarrassé de ces centres il y a 5 ans à peu près, mais qui relevait de l'Office national des anciens combattants, et qui sont donc des structures qui sont créées pendant la Première Guerre mondiale, où on va faire de la reconversion professionnelle. Le modèle n'a pas très bien marché pendant la guerre de 14-18, parce qu'il y avait ce besoin de main-d'œuvre, et du coup, on voyait passer des offres d'emploi du genre chantier naval de Saint-Nazaire, recherche amputée des 2 jambes pour faire des travaux d'aiguille. Et du coup, les mutilés de guerre ne se sont pas beaucoup reconvertis, n'ont pas profité de ces centres de rééducation. Il n'empêche qu'à la fin de la guerre, on voit apparaître la question du chômage de ces mutilés de guerre est portée par les associations de mutilés. Et en 1919, on va voter la première loi sur les quotas. On voit apparaître une première loi de quotas pour permettre à ces mutilés de guerre qui sont au chômage ça c'est 1924, de pouvoir retourner au travail. Et c'est bien que pour ce public, et juste avec l'idée du législateur à ce moment-là de se dire, il y a une dette de la nation, et cette dette, oui, on permet un quota parce qu'on sait que ces gens-là, au bout d'un moment, de toute façon, atteindront l'âge de la retraite et que la loi sera obsolète. Dans le même temps, et on le voit, on a voté en 1919 le principe d'une pension à titre viager pour les mutilés de guerre. Petit à petit, je vous montre, je finis juste sur les 2 autres logiques on va dire, de réparation financière du handicap, qui est la logique de l'assurance. Alors, quand je marque sécurité sociale, on peut mettre mutualité sociale agricole aussi, qui va être créée avec la création de la sécurité sociale. Et ce qui va être intéressant avec la création de la sécurité sociale, c'est que très vite, ces gestionnaires vont se poser la question de oui, qu'est-ce qu'on fait d'un salarié qui a un accident ou qui a une maladie qui fait qu'il ne peut plus faire son travail. Et comme on est sur un mouvement de baisse de la tuberculose, au même moment, on voit bien les sanatoriums commencent à se vider. Et la Sécu se dit, mais on a là des structures avec un hébergement, avec des ateliers, avec des gens qui ont l'habitude de former des gens malades à de nouveaux métiers. L'assurance maladie va vraiment réinvestir cette question de la reconversion professionnelle pour ces invalides, on va dire, de la Sécu, pour pouvoir les renvoyer sur le marché du travail. On voit bien que pour l'instant, on a encore un flou. Et alors, le dernier mode de réparation, c'est 1975. Je vous le fais très vite, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est l'idée de pouvoir donner un minima social
à toutes les autres personnes qui auraient un handicap et qui ne peuvent bénéficier ni d'un capital qui serait lié ou d'une pension à une responsabilité civile, ni une pension, ni une rente quelconque ou une pension. Et vraiment, l'allocation adulte handicapé va correspondre à des profils qui sont soit des profils de personnes qui vont avoir des handicaps pendant la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence et qui ne vont jamais pouvoir travailler en fait, qui ne vont jamais pouvoir cotiser à d'autres. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un peu l'espèce de mosaïque et on voit bien à travers ce que je vous raconte que cette question d'un travailleur handicapé, parce qu'on parle aujourd'hui de travailleurs handicapés, on ne se la pose pas comme ça. On résout des problèmes divers. Et comme on a, je dis on, mais c'est l'État, hein, c'est la façon dont l'État comment dire, va gérer ça. Comme la question n'est pas posée clairement, du coup, l'initiative privée, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, vont faire leur part du travail. Et cette part du travail, on le voit clairement à travers l'action de grosses associations qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont l'APF, qui va apparaître en 1933, qui sont l'UNAPI, qui sont l'ADAPT, qui sont des regroupements de personnes handicapées selon des types d'handicap, qui vont occuper le terrain. Et parce que cette occupation du terrain se fait avec de l'initiative privée, on a in fine un déséquilibre territorial de certains types de structures. Et en particulier, on va le voir de toutes les structures qui touchent le milieu protégé. Ça va? Oui. Tout le monde bon. Alors, donc on a un champ. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en 1957, alors on a toujours un moment, comment dire, précurseur. Les politiques du handicap sont précurseurs sur les politiques de l'emploi. 1957, on a la première loi qui organise le retour au travail des travailleurs handicapés. Et c'est la première loi dans laquelle le terme travailleur handicapé apparaît. Et cette loi réorganise leur travail à travers une commission qui est une commission départementale d'orientation des infirmes. Et on est dans ces années-là, on est quand même avec des idées d'un inutile qu'il faut ramener au travail. Hein, on a une vision en termes de représentation, on a l'image de l'inutile, et je vous ai passé les détails, mais on a vraiment, j'avais récupéré sur le centre de rééducation professionnelle rue des Airs les plaquettes de formation des années 30, et sur la plaquette, on marquait clairement d'un déchet humain faire un homme utile. Ouf. Voilà. Ça, je vous l'enverrai si vous voulez. Ah, c'est pas rien. Ouais. Et ça, c'est le préambule de la plaquette. Et de cette noble tâche, voilà, venez nous aider. On en parle comme ça. C'est assez, c'est extrêmement fort. Et la façon donc de la loi de 57 qui va organiser le retour au travail des personnes handicapées, c'est une loi en fait qui reprend un principe qui avait été élaboré dès les années 30, même fin des années 20 par Suzanne Fouché, fondatrice de l'ADAPT, où elle dit en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soigner les gens, il faut les équiper, c'est-à-dire faire de la rééducation fonctionnelle, hein, celle d'un membre, mais ça peut être aussi avoir une prothèse s'il y a besoin d'une prothèse. Il faut les former. Et donc, on va prévoir la question de la formation. Et 1957, vraiment, on a, j'ai envie de dire, toute la logistique sous le coude, puisqu'on a tous nos sanatoriums qui sont quasiment vides de tuberculeux. Et puis, la loi prévoit aussi à ce moment-là un retour au travail qui est un retour au travail sous vigilance d'un médecin du travail. C'est-à-dire, il faut que la médecine ait son mot à dire sur le retour au travail de ces personnes. Et là, alors je vais tenter de vous refaire ah, voilà. Je vais tenter un partage d'écran pour vous montrer. Alors, vous aurez les appellations actuelles, mais comment dire? Sauf alors, ça y est, j'ai perdu le schéma que je veux partager. Ah, le voilà. Un continuum, voilà. On a par le législateur
une idée qui est une idée, on va se concentrer sur le haut, du coup, je vais faire passer ma feuille, je peux pas, sur le haut de ce schéma, on a gardé de ce réentraînement au travail qu'on faisait pendant, vous savez, dans les sanatoriums, cette idée que si on réentraîne au travail quelqu'un, on va pouvoir le renvoyer sur le marché du travail. Dès 1957, le législateur, sans le dire aussi clairement que je vous le dis, dit voilà, effectivement, on a un milieu protégé, un milieu ordinaire, et on va ranger les gens sur un continuum. Ici, on aurait quelqu'un avec 100% de sa capacité de travail, et jusqu'à, alors je ne l'ai pas mis dans le schéma, mais aussi des gens qui n'iront jamais travailler. C'est-à-dire des gens pour lesquels le médecin dit le retour au travail ou l'accès à l'emploi n'est pas possible. Mais le législateur, alors à l'époque, on parlait de centres d'aide par le travail, on avait des CAT et on avait des ateliers protégés. Et on voit bien que le législateur dit, ah oui, ben, au bout d'un moment, quand on va les mettre, alors à l'époque, dans des CAT, eh ben, au bout d'un moment, on pourra les envoyer dans des ateliers protégés. Et puis, quand on les aura réentraînés suffisamment, on pourra peut-être les envoyer en milieu ordinaire de production. Il y a une chose qui est importante ici, vous voyez, je vous ai marqué que dans ce milieu protégé, il n'y a pas de statut de salarié. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de statut de salarié? C'est que on est obligé de refaire un petit bond au 19e siècle. Quand en France, on a adopté ce modèle du sanatorium productif, pendant les quelques crises économiques qu'il y a eu, puisqu'il y en a eu pendant ces périodes-là, un débat est né. Un débat est né sur la concurrence qu'amenaient ces malades en produisant soit de l'artisanat, soit des produits de manufacture, soit, je pense aux rempailleurs de chaises, hein, c'est ce qui me revient comme idée, mais aussi de travaux de milieu agricole. On ne payait pas les malades, donc on pouvait mettre sur le... Pensez bien que les sanatoriums revendaient les productions de ces malades sur les marchés. Et donc, il y a eu vraiment de grosses tensions en parlant de concurrence déloyale de la part de ces malades. Et là, la médecine a tranché. Et on est sur des moments d'une médecine hygiéniste, d'une médecine où on pourrait dire le travail, c'est la santé, hein, où le travail structure la droiture de l'âme. Et là, ce travail va être posé comme ayant une valeur thérapeutique et non pas une valeur économique. Et c'est toujours la valeur qu'a aujourd'hui le travail en milieu protégé. Le travail en milieu protégé, on parle de travail occupationnel, c'est un travail qui a une valeur thérapeutique. C'est un travail qui soigne. Et ça permet effectivement de maintenir ce travail-là hors du champ du droit du travail, par exemple, ce qui est un vrai souci quand même, hein, de représentants syndicaux ou autres qui ne sont pas effectivement dans le champ du milieu protégé. Je continue. Donc, un milieu protégé, un milieu ordinaire. Le législateur se dit qu'on va avoir une évolution, que les gens vont pouvoir passer d'un milieu à l'autre. Le modèle ne fonctionne pas. Il ne fonctionne toujours pas aujourd'hui, même si tel est l'objectif. Alors, on va voir pourquoi il ne fonctionne pas, parce que les publics qu'on a à l'intérieur ne sont pas les mêmes, en fait. Hein. La deuxième partie, c'était effectivement qu'on a différents types de publics. On va voir que c'est un public qui est très, très diversifié, en fait. J'essaye d'avancer un petit peu. Hein. Et cette logique donc, 1957, première loi qui organise le travail. Il faut savoir que la mise en place après de l'ANPE, ça va être 1967. Donc, 10 ans plus tard, on va s'occuper des valides. Et la deuxième grande loi qui va aussi renforcer la question du quota, c'est 1987. 1987, c'est un moment dans les politiques d'emploi qui est un moment de... On découvre dans 1985, en gros, le chômage de très longue durée. On est en pleine crise de l'emploi et on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans au chômage. Voilà. Et que dans ces personnes-là, les recordman sont précisément les travailleurs handicapés. Et là, on a un modèle qui est le modèle de la file d'attente du chômage
qui a été fait, je ne veux pas dire d'ânerie, par Robert Salé. Et Robert Salé va faire la démonstration qu'en fait, à l'inverse d'une file d'attente classique, où en théorie, si je rentre la première dans la boulangerie, c'est moi qui vais être servi en premier, hein, donc il y a un ordre dans la file d'attente. La file d'attente du chômage ne fonctionne pas sur les mêmes règles. Moi, j'ai 59 ans, autant vous dire que si je rentre m'inscrire au chômage, je vais être refoulée en queue de file d'attente par des plus jeunes, par des plus beaux, par des plus qualifiés. Voilà. J'ai dit mon âge parce que c'est un des critères les plus discriminants sur le marché du travail, ça reste l'âge, au-delà du handicap. Alors, vous marquez l'âge, le handicap, votre sexe, pour peu vos origines ethniques, et vous allez être refoulé toujours en bout de queue de file d'attente du chômage. Et quand on voit les chiffres, c'est assez effrayant parce qu'effectivement, les personnes handicapées ont des durées d'inscription au chômage 2,5 fois supérieures à une personne valide. Ça, c'est vraiment une donnée très claire. Donc en 1987, le législateur reprend la loi autour du quota. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais 57 avait encore mis un quota, en disant cette fois-ci, alors on avait des quotas et c'était il n'y a qu'à Faucon. Vous savez, il faudrait avoir un pourcentage, c'était 10% dans les entreprises de 10 salariés. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on avait donné un poids en plus aux personnes handicapées en fonction de l'amplitude du handicap, c'est-à-dire qu'un boulanger allergique à la farine, on disait que ça ne pesait pas très lourd, on lui donnait A. Il est clair qu'un boulanger allergique à la farine ne peut pas continuer à faire son travail. Par contre, si je le sors de la farine, si je le sors de la farine et si je lui apprends notre emploi, je récupère quelqu'un qui a toutes ses capacités. Par contre, quelqu'un effectivement qui va être, je dis volontairement, un traumatisé crânien, donc quelqu'un qui va avoir des atteintes sur les capacités à apprendre. Le problème du traumatisé crânien, c'est que très souvent, il n'est plus en capacité d'apprendre et il n'a plus de mémoire. Et donc, ça donne des gens sur le marché du travail qui peuvent oublier le chemin pour rentrer chez eux. Tout bêtement, ils ont été capables d'aller travailler, mais ils ne savent plus rentrer chez eux parce qu'ils ne connaissent pas le chemin, ou l'employeur va dire tu fais ci, tu fais ça, et ou le contremaître sort. Et la personne va dire ok, j'ai fait ci, et puis elle ne va pas se rappeler du ça et du ça, voire ne même pas comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, à cet endroit-là. Enfin voilà. Donc on range les gens, du moins avec le handicap qui impacte le moins, à celui qui va impacter le plus sur le marché du travail. En 1987, on est en pleine crise de l'emploi. Le législateur dit là, il faut qu'on aille un peu plus, qu'on mette plus fort. Donc, et on est toujours dans cette logique. On est sur une logique de 6% de travailleurs handicapés dans des entreprises qui ont plus de 20%. C'est la loi des quotas. Et ce principe de quotas, c'est pour accompagner le changement social. C'est toujours cette idée de dire, en fait, et qui est concret, c'est-à-dire on est tous vraiment des crétins au regard du handicap, on en a peur, on ne sait pas très bien comment faire, et les employeurs, c'est toujours un peu déprimant de voir que les discours qu'on a sont toujours les mêmes, qui sont des peurs, de craintes, de perte de productivité ou autre. Et donc, on a à la fois la mise en place de quotas, et dans le même temps, parce qu'il y a ça qui se joue aussi, y a des principes de non-discrimination. C'est-à-dire, c'est de dire aussi, dans le même temps, un employeur n'a pas le droit de refuser un emploi, voilà, parce que vous avez un handicap. Donc, on a les deux principes qui coexistent. Et encore aujourd'hui, avec une différence, c'est vrai que dans les pays nord-américains, le principe de non-discrimination, les gens ont davantage l'habitude de le mobiliser et de pouvoir faire des procès. En France, on est un petit peu moins procédurier sur ce volet-là. Voilà. La création de la loi de 87 va s'accompagner, comment dire, de la création de l'AGFIP. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de l'AGFIP. C'est une association donc tripartite dans laquelle il n'y a pas l'État, dans laquelle on a des représentants des salariés, des représentants des entreprises, donc MEDEF, CGPME, et on a aussi des associations de personnes handicapées.
Et la création et le principe de la loi de 96, c'est un principe, cette fois-ci, de quotas, mais avec une obligation. Là, le législateur dit, vous n'y échapperez pas. Et comme il se doute à ce moment-là comment dire, que les entreprises n'ont pas leur quota, il va laisser un certain nombre d'années pour leur permettre petit à petit d'embaucher. L'idée des politiques d'emploi, à partir de ce moment-là, on a vraiment le cadre qui est donné, c'est-à-dire un cadre avec quota pour des entreprises. On va créer donc, en créant cette obligation, la GFIP va récupérer des fonds, ça s'appelle une cotisation pour ceux qui n'ont pas leur quota. Et sa mission, qui est toujours la même aujourd'hui, qui est une mission d'être, de subsidiaire par rapport à ce qui se fait. Un travailleur handicapé relève, comme tout travailleur, du droit commun, donc de Pôle emploi. Aujourd'hui, ce serait de Pôle emploi. Avec un plus, qui est aussi la possibilité de rentrer dans des logiques de quotas. Voilà. Je veux pas, si vous voulez, je vous mettrai des petits documents si ça vous intéresse, hein, mais voilà. Et en même temps, on a à la fois donc des structures de droit commun qui sont Pôle emploi pour tous les demandeurs d'emploi, et on a des structures spécialisées qui sont les Cap emploi, qui sont des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement et le retour à l'emploi des travailleurs handicapés. Et ce qui est assez terrible, j'ai envie de dire, c'est que tous les travailleurs handicapés ne sont pas suivis par les Cap emploi. Voilà. Et ça, c'est un peu, voilà, alors pourquoi? Alors il y a une garde de triage qui se fait. Je vous ai passé les grands. Alors, je vous ai parlé des deux grandes lois emploi, 57-87. Entre-temps, on a deux grandes lois qui gèrent l'ensemble de la vie des personnes handicapées. C'est le seul public pour qui on est ça. Qui a une loi qui gère leur vie et l'entièreté de leur vie, qui était en 1975. Quand je dis une loi, il y en a eu deux. Hein. En 1975, on a clôturé le champ du handicap en reconnaissant enfin le droit à l'éducation pour les enfants handicapés. Hein, l'État s'engage à effectivement prendre en charge l'éducation des enfants handicapés. Et en 1975, on clôture le champ en créant tout le champ médico-social. Donc toutes les structures spécialisées qui avaient été créées par des associations de parents d'enfants handicapés. Et en 1975, mais on a clôturé le champ. Voilà. Et en 2005, on a revisité cette loi. La loi de 2005 qui est une loi qui s'adresse à nous, en fait, les valides, puisque c'est la loi qui parle, cette fois-ci, on va parler de personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enfin compris comment, je vous mettrai un petit texte si vous voulez, hein, c'est poser la question à un moment donné d'avoir une définition scientifique du handicap, et là ça a été un grand moment des années 80. Moi c'est un moment que j'aime bien, parce que c'est un moment rare, on va dire, quand on regarde les changements de paradigme. L'OMS a voulu faire un modèle scientifique du handicap, qui sont des personnes un peu désagréables parce qu'elles ne sont pas guéries au sens des classifications internationales des maladies, où on est guéri ou on est mort, et elles ne sont pas guéries, et elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont pas comme avant. Voilà, elles ne sont pas comme les êtres merveilleux que nous sommes. Et du coup, dans cette recherche de modèle, est apparu, il y a eu des débats entre la sociologie et la médecine. Et on avait un modèle qu'on dit un modèle médical où vraiment tout était très très centré sur la personne handicapée. Ce qui posait problème, c'était le handicap. C'est parce qu'elle avait un handicap qui l'empêchait de faire un certain nombre de choses, qu'elle avait des désavantages dans la société. Et en fait, tout un mouvement qui vient de la sociologie nord-américaine, mais qui a été porté par l'Office mondial des personnes handicapées, l'Office des personnes handicapées, je dis mondial, peut-être que je fais une erreur, mais bon, en Amérique du Nord, et cette idée, en fait, qui a montré la responsabilité des sociétés dans la construction du handicap, avec un modèle assez simple qui consiste à dire la présence de personnes handicapées dans une société, c'est pas un scoop, il y en a toujours eu. Hein, historiquement, il y en a toujours eu. Et quand on regarde comment on les a traités, on se rend compte qu'en fait, on les a mis à l'écart, on les a isolés.
Et on les a isolés en les étiquetant, en disant, voilà, en mettant un tampon administratif, en leur disant que pour leur bien, on allait adapter des établissements pour, on les a, hein, pour déficients visuels. Hein. Je vous conseille d'aller si vous allez à l'Union, à l'USO, l'Union des aveugles du Sud-Ouest, vous allez voir que vous allez rentrer dans un univers qui est fait pour la déficience visuelle. Voilà. On voit bien comment l'environnement a été adapté. Et on voit bien comment une personne déficiente visuelle, par exemple, qui quitte cet environnement, devient, pour le coup, va rencontrer des difficultés. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on est parti vers un modèle, on a accepté l'idée que les sociétés étaient responsables de la construction du handicap. Il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, aujourd'hui, elle se traduit par exemple, toutes les questions d'accessibilité. C'est la raison pour laquelle à Bordeaux, on a un tram qui est accessible. Et on voit bien que le fait d'être accessible à des fauteuils roulants, c'est aussi vachement bien pour les personnes âgées qui ont du mal à lever les pieds ou pour les mères de famille qui ont des poussettes. C'est-à-dire la question de l'accessibilité. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, des bateaux sur les passages piétons. Là aussi, pour permettre, alors des bateaux qui sont à la fois des bateaux pour les fauteuils roulants, qui sont des bateaux, si vous faites attention, avec des repères sensitifs pour les personnes aveugles, hein, qui vont aussi sentir qu'il y a un changement. Des fois, c'est du petites bosses, et des fois, c'est une autre matière. Voilà. On a tout ce mouvement-là aujourd'hui qui fait que c'est à la société de s'adapter. Alors, on s'adapte à quoi ? On doit s'adapter pour répondre à quoi ? Pour répondre effectivement à une question d'inclusion des personnes dans la société et plus spécifiquement pour ce qui nous concerne, dans l'emploi. Je vois l'heure tourner, donc je vais essayer d'accélérer. Et pour le coup, aujourd'hui, cet accompagnement dans l'emploi, il peut se faire à travers un principe qui est celui de l'aménagement raisonnable. L'aménagement raisonnable, c'est quoi ? Ça veut dire que si je me présente chez un employeur, que j'ai un handicap, et mon handicap, il peut être des problèmes de dos, c'est 80% des personnes handicapées en recherche d'emploi, c'est un problème lombaire. On montre très souvent l'image de la personne en fauteuil roulant, franchement, elle est minoritaire. Sur les recherches d'emploi, elle est minoritaire. Le plus gros des troupes, en termes de public, ce sont des gens, sont des travailleurs qui vont s'handicaper à l'âge adulte. Et ils vont s'handicaper à l'âge adulte à travers des maladies, à travers des accidents de la vie, à travers des accidents du travail. Et ça peut être, on peut laisser 2 doigts dans la toupie si on est menuisier, mais on peut aussi laisser 2 doigts en réparant bêtement sa tondeuse à gazon un dimanche. Voilà. Il y a l'origine du handicap, il y a plein de façons de s'handicaper. Et donc, ces personnes-là, quand elles arrivent sur le marché du travail, pour empêcher, j'allais dire, les employeurs de refuser leur candidature, il y a ce principe d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que si, par exemple, pour occuper mon poste de travail, parce que j'ai des problèmes de dos, et que mes problèmes de dos font que je vais pouvoir rester assis un peu, mais pas trop longtemps. Puis je vais pouvoir rester debout, mais pas trop longtemps, hein, ce qui est vraiment un profil assez fréquent de travailleurs handicapés. Si le simple fait de mettre ce qu'on appelle un assis debout, vous savez, ces grands tabourets sur lesquels je vais pouvoir à la fois me reposer un peu, et puis à part un simple mouvement, je peux me remettre sur mes jambes facilement. Si le fait, par exemple, d'acheter un assis debout permet d'embaucher la personne parce qu'on sait qu'elle va pouvoir tenir son poste de travail, il faut le faire. Voilà. L'employeur est prié de faire cet aménagement raisonnable du poste de travail. Et l'autre rentrée aussi sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle l'emploi accompagné. Et l'emploi accompagné, on va le destiner, alors ça concerne autant la personne que l'employeur,
Et elle va concerner des profils qui sont plutôt des profils, pour le coup, qui ont besoin ce qu'on appelle d'un accompagnement médico-social, qui sont des personnes qui vont plutôt être des profils avec des troubles psychiques. Des gens qui vont pas être, voilà, qui vont avoir des problèmes d'angoisse, des problèmes de stress, et qui sont des profils qu'on voit de plus en plus arriver sur le marché du travail, à qui on demande d'aller travailler. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut dire se lever tous les jours à la même heure. C'est compliqué parce que l'employeur, quelquefois, ne comprend pas non plus pourquoi cette personne qui a l'air normale, puisqu'on parle à ce moment-là de handicap invisible, pourquoi cette personne qui a l'air normale, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc l'accompagnement, il concerne aussi bien l'employeur à ce moment-là que la personne. Et on est aujourd'hui dans des grands programmes qui prévoient donc, qui permettent de mettre en place cet accompagnement. Et dans cet accompagnement, on a, alors je rentre volontairement, je refuse de rentrer dans les détails, voilà, on a toutes les logiques, excusez-moi, j'ai pas le mot, toutes les mesures d'accès à l'emploi pour les chômeurs valides. Je pense aux questions de conseil en évolution professionnelle, voilà, de suivi divers. Et on a après des mesures spécifiques qui vont être portées par les CAP emploi. Et les CAP emploi qui ont donc développé des approches et qui ont des moyens financiers qui sont apportés par la GFIP, qui sont des moyens des fois d'aider au contrat de travail, qui vont être des moyens de leur permettre d'aménager des postes de travail. Voilà, on a des mesures donc spécifiques et de droit commun. Et je voulais peut-être juste conclure, et j'essaierai de répondre après à vos questions. Je voulais juste vous montrer les dernières données que l'on a, qu'on a sur l'emploi, sur l'obligation d'emploi. Alors, je vais vous les montrer. Il faut quand même savoir que l'obligation d'emploi, elle concerne les entreprises de plus de 20 salariés et que les travailleurs handicapés, ils s'insèrent aussi dans les entreprises de moins de 20 salariés. Hein, on en a beaucoup qui vont s'insérer sur le marché du travail et qui vont s'insérer dans des entreprises de moins de 20 salariés. Donc là, le schéma que je vous montre, les résultats sont parus en novembre 2020. Ce sont des résultats qui viennent de la DARES. La DARES, c'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Et elle nous montre ici donc le principe du quota. Le principe du quota, c'est donc soit j'embauche directement, on voit bien qu'on a 34% des entreprises qui ont embauché directement des travailleurs handicapés et qui vont répondre à cette obligation d'emploi en embauchant. On en a 17% qui vont répondre à cette obligation en emploi direct et indirect. Alors, l'emploi indirect, excusez-moi, là, il faut pour le coup que je retrouve je crois normalement, on peut faire appel, par exemple, parce qu'on le fait au niveau des universités, on peut faire appel à un ESAT, un centre, un établissement adapté pour, par exemple, venir tailler les arbres. Mais ça peut être aussi des achats, on peut leur acheter des fournitures. Et on a une partie, nous, au niveau du laboratoire, de fournitures de bureaux qui viennent d'établissements protégés, ou aussi, ça peut être accueillir, pourquoi pas, des stagiaires. Et là, du coup, je viens de vous donner le tournis parce que je vous ai partagé, je viens de vous faire un... Ah ben, voilà. Du coup, là, voilà, j'attendais, je vais essayer de vous remettre la bonne page sur laquelle j'étais, voilà, qui est là. On voit qu'on a après des structures qui vont faire mixer l'emploi et la contribution. Donc, j'ai embauché des travailleurs handicapés, mais comme je n'ai pas mon quota, je paye une contribution à la GFIP. D'autres qui vont mixer emploi, achat de prestations et paiement d'une contribution, et emploi indirect et contribution. Et on a quand même 9% de ces entreprises qui sont soumises à quota
qui n'ont aucun travailleur handicapé. Alors, je suis désolée, je n'ai pas sous le coude, je ne sais pas où je l'ai mis sous le coude. Il faut savoir qu'on a cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés se fait aussi depuis quelques années dans les 3 fonctions publiques. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, et l'hospitalière. Et alors, je vais arrêter le partage d'écran pour ne pas vous donner le tournis, parce qu'il me semble quand même... Ah, voilà. Et dans les 3 fonctions publiques, j'aimerais bien retrouver celle qui en a le plus, parce que... voilà, en gros, alors les résultats, on est toujours en décalé en résultats. C'est la fonction publique territoriale qui emploie le plus de travailleurs handicapés, ensuite celle d'État et ensuite celle hospitalière. Ce qu'on peut comprendre, la fonction publique hospitalière va plutôt fournir, entre guillemets, du travailleur handicapé, puisque c'est là qu'on va avoir des postes physiquement très lourds en termes de manipulation de malades. On va se retrouver avec des aides-soignantes voilà, qui vont basculer dans le champ du handicap, ou voilà, parce qu'elles vont manipuler du poids. On a toute cette problématique de manipuler du poids. Je vois l'heure, je vois qu'il est 13h30. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Je vais arrêter là ma présentation. Je m'excuse un peu du côté... Nous vous remercions infiniment, c'était vraiment passionnant. Moi, j'avais une petite question. En fait, vous nous parliez en 1915, je pense que c'était en 1915, Ouais. l'Angleterre avait décidé d'une autre politique par rapport à l'Allemagne et donc a décidé de de retourner au travail et de réintégrer les personnes au travail. Est-ce que vous pensez que ça date de la même époque, le travail en prison, pour les prisonniers qui sortent de prison? Alors, juste pour refaire un point, c'est pas. Alors, 1915, c'est la guerre de 14-18. Oui. En fait, le retour au travail du tuberculeux, c'est un peu avant. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu avant, cette logique de Sur la remettre. même loi? En fait, l'obligation de travail, c'est la colonne vertébrale des politiques sociales. Et les politiques sociales, vous avez d'un côté l'obligation de travail, et c'est les personnes qui sont dédouanées d'aller travailler, c'est toujours les mêmes, c'est les enfants, les vieillards et les infirmes, on dirait, pour reprendre un terme générique du XIe siècle. Il faut savoir, par exemple, que je l'aime beaucoup, Villermé. Villermé, c'est un médecin qui a fait beaucoup d'études sur les conditions de travail dans les grandes filatures. Et grâce à Villermé, on voit très bien, par exemple, le travail des enfants qu'on faisait travailler dès l'âge de 5 ans. Oui. Voilà. Et grâce à lui, on va alors j'ai plus la date de la loi, mais c'est fin... Juillet. Je pense que c'est sous la monarchie de Juillet. certainement, oui, certainement. Et on va interdire le travail en dessous de l'âge de 8 ans. Voilà. Donc ça veut dire aussi que la catégorie que je dédouane d'aller travailler, elle va bouger. Elle va bouger dans l'histoire quand on regarde un peu sur des grands filages. Voilà, dans le temps, elle va bouger. Du coup, excusez-moi, j'ai fait un... je réponds. Reposez-moi votre question. Excusez-moi, j'ai fait... Je voulais savoir si, parce qu'en fait, quelqu'un qui a été en prison pendant Ah, très longtemps, il ressort, il est handicapé de la vie, hein, il tout à faut fait. qu'il réintègre. Donc, à partir de là, je voulais simplement savoir à partir de quelle date la possibilité pour les ex-prisonniers de travailler est arrivée. Alors, j'ai envie de vous dire depuis toujours, selon toujours ce principe de l'obligation de travail. C'est-à-dire quand vous regardez, en fait, la colonne vertébrale, c'est l'obligation de travail, être dédouané de travailler, et ce qui le fait tenir, c'est la répression. Voilà, ça va être une répression de la mendicité et ça va être, on le voit très bien, tout ce qui est en débat aujourd'hui. Et donc pour l'ancien prisonnier, je pense que l'obligation quand on sort de prison, c'est d'aller au travail. Ce qui a certainement évolué, c'est peut-être l'accompagnement dont font l'objet ces personnes.
Et par exemple, j'y pense parce que j'ai pas eu le temps là de vous parler des questions de formation, mais on voit très bien comment sont développées des possibilités de formation à certains métiers dans les prisons, à travers, par exemple, les métiers de la cuisine ou les métiers du bâtiment, puisque là, on a effectivement de quoi former des gens. Mais l'obligation de travail, elle est mais structurante des politiques, en fait, de toutes les politiques sociales, avec une figure centrale qui est le rôle du médecin. Le rôle du médecin, c'est l'expert. C'est lui qui va dire celui-là, il ment. On le voit bien c'est Napoléon qui a bien fait rentrer dans les petites commissions où il fallait repérer les gens qui pouvaient aller travailler de ceux qui ne pouvaient pas. Et à chaque fois qu'on essaye de faire le zouave, hein, d'essayer de passer à travers les mailles, le rôle du médecin, ce qu'on attend de lui, c'est ce label. D'accord. Et aujourd'hui, on a toujours ce label. Voilà. Et puis j'avais une autre question et après je laisse la parole à tout. Vous avez dit que la société doit s'adapter et qu'il y a un aménagement raisonnable. Et vous avez parlé des entreprises qui devaient adapter par exemple, votre siège assis debout pour une personne qui a des problèmes lombaires. Je me dis, mais cette obligation, c'est pour une personne qui est déjà dans cette entreprise avant d'avoir son handicap. Pas Mais, nécessairement. mais Pas comment nécessairement. peut-on obliger une entreprise à prendre un siège pour quelqu'un qui a des problèmes lombaires quand il se présente au travail, quand il se présente avec son CV? Je comprends. Ouais, je comprends. Dire, en fait, alors là, pour le coup, la GFIP va intervenir financièrement. C'est-à-dire, on a un certain nombre d'aides qui sont là pour accompagner le retour au travail. Et donc, la personne dit qu'elle a droit à ces aides, alors? Alors, en fait, c'est sympa. J'aime bien votre question parce qu'à travers elle, il y a deux problématiques. Oui. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes une personne handicapée quand vous cherchez un emploi. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas. Parce qu'elles savent que si elles le disent, elles risquent de ne pas avoir leur emploi. Alors, il est clair que si vous êtes en fauteuil roulant, ça va être compliqué de ne pas dire que vous êtes handicapé. Mais il y a vraiment énormément d'handicaps qui sont invisibles. Voilà. Donc ça, c'est. Alors, si vous ne le dites pas, et alors ce qui est génial, par exemple, quand on a fait la loi en 87 sur les quotas dans le privé, et quand on a fait la même chose dans le public en disant il faut une obligation, les employeurs ont tous eu, qu'ils soient du public ou du privé, la même réaction, ça a été de dire, bon allez, je sais bien que dans mon effectif, j'ai des gens qui ont un handicap et qui ne me l'ont pas dit. Et là, vraiment, elle est pour le bien de l'entreprise, hein, pour pas qu'on cotise, qu'on donne de l'argent à l'État ou à la GFIP. Allez, dites-nous que vous êtes handicapé. Et vraiment, moi j'ai connu au CNRS les campagnes qui disaient, mais ça serait bien de dire si vous avez un handicap, parce que ça va aider l'entreprise. Voilà. Après, pour parler de son handicap, il y a des personnes qui sont très à l'aise pour en parler. Voilà, qui sont très à l'aise. Il y en a d'autres qui ne sont pas à l'aise et qui peuvent être accompagnés. Et c'est le rôle des conseillers de l'emploi, qu'ils soient de Pôle emploi ou d'un Cap emploi. Et ce sont généralement les conseillers qui vont présenter à l'employeur les aides. Il y a pas mal d'aides qui accompagnent. Ah non, parce qu'on est obligé, le changement social, hein, on touche le changement social, hein, des représentations. Il faut mettre le paquet, quoi. Voilà. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, hein, mais C'était très bien. Je vous remercie. Pascal, tu veux prendre la parole? Ouais, je voulais dire quelque chose. Merci beaucoup parce que vous avez resitué aussi sur un plan historique un certain nombre d'évolutions. C'est ce qui est intéressant de voir comment ces notions ont été prises en charge au fil du temps. Et sur la question de la GFIP et du mode de contribution, soit à l'emploi de travailleurs handicapés, soit à la question financière en fait, des entreprises ou des associations, moi je donnerais simplement l'exemple de là où je travaille, le Foyer Fraternel, qui est une association d'une quarantaine de salariés. Donc nous avons en fait 2 personnes reconnues avec un handicap et sur 40 salariés.
Et en fait, on a eu ce que vous avez évoqué précédemment. On a eu, par exemple, une animatrice qui, au moment du recrutement, ne nous a pas dit qu'elle était travailleuse handicapée, qu'elle avait des gros problèmes de dos. Et en fait, on n'était même pas au courant qu'elle ne devait pas porter de charge, etc. Et au fur et à mesure, quand on travaille dans l'animation, on peut porter des choses, on peut même porter des enfants. Enfin, je veux dire, ça peut arriver quand c'est des petits. Et donc, finalement, elle a eu un certain nombre d'arrêts de travail, etc., etc. Et puis, tout ça, c'est fini par une rupture conventionnelle du contrat de travail d'un commun accord. Mais si vous voulez, je lui ai conseillé. Alors, d'abord, nous, on a été perdants sur 2 plans. C'est-à-dire que du coup, cette personne, bon, ça va dépendre du type de handicap. Ça ne se voyait pas qu'elle était handicapée, qu'elle avait un problème. Et donc, je pense qu'elle aurait dû nous informer, en tout cas, des difficultés qu'elle avait pour pas qu'on lui donne des choses à faire qu'elle ne pouvait pas faire. Et puis, deuxièmement, finalement, on a cotisé en plus des travailleurs à la GFIP inutilement, puisque on avait une personne qui était potentiellement, qui nous permettait de ne pas avoir cette cotisation supplémentaire sans le savoir. Et donc, la personne est partie de chez nous. Moi, je lui ai dit, tu sais, en partant, elle voulait postuler pour changer de travail, pour être chargée d'accueil dans l'hôtellerie, etc. Je lui ai dit, marque sur ton CV que tu es travailleur handicapé. Tu parles plusieurs langues, tu as un tas d'avantages, je présente bien, etc. Mais marque-le. Et en sortant du foyer fraternel, elle a trouvé très rapidement un travail, parce qu'évidemment, quelqu'un qui peut être assis toute la journée dans un poste lié à l'accueil des publics, par exemple, on a quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui présente bien, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas besoin de porter de charge. Et en plus, l'entreprise qui l'embauche bénéficie de la déduction de la GFIP. Donc je pense, moi, j'aurais tendance à plutôt encourager les travailleurs handicapés, quitte à être transparent avec l'employeur en disant ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire, parce qu'il y a aussi des employeurs je dirais, à CV égal, on hésite entre 2 candidats. Si on sait qu'on va avoir ne pas avoir à payer telle ou telle charge pour l'entreprise en prenant la personne qui a le profil du travailleur handicapé, peut-être on va recruter celle-là parce que ça fait aussi une économie pour l'entreprise. Il ne faut pas s'en cacher, quoi. Bien sûr. Alors, par contre, il manque une personne dans votre affaire, qui est le médecin du travail. C'est-à-dire que le rôle du médecin du travail, c'est quand même bien de nous protéger au travail. Et alors, moi, je suis pour que les gens aient la liberté ou pas. Je comprends ce que vous dites, hein, c'est-à-dire mais les gens, voilà, ils ont cette liberté-là, laissons-la leur. Et je pense que, alors, certains le marquent sur leur CV, mais certains le disent en entretien. C'est peut-être plus facile pour aussi des personnes de parler de leur handicap. Une fois qu'elles ont montré leurs compétences en entretien, on peut amener à ce moment-là la question du handicap. Mais qu'on n'en parle pas à son employeur, c'est une chose. Par contre, il faut en parler au médecin du travail. Parce que le médecin du travail, à ce moment-là, peut informer l'employeur peut-être cette personne, il ne faudra pas lui faire porter de charge. Alors, Madame, moi, je vous coupe un peu. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et quand les employés vont voir le médecin du travail, c'est une obligation pour l'employeur, ils vont voir le médecin du travail, ils ne veulent pas lui parler parce que justement, ils pensent qu'il y a une symbiose entre la médecine du travail et leur employeur et ils ont peur de perdre leur travail selon ce que va dire le médecin à leur employeur. L'information est très mal passée auprès des employés. Tout à fait. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a une incompréhension, peut-être du fonctionnement du marché du travail et surtout du contrat de travail. Donc cette dame, à mon avis, dont parle Pascal, elle n'en a pas parlé. Elle dit justement peur de perdre son travail. Après, comme elle n'a pas parlé d'ailleurs à son employeur. D'abord, elle aurait peut-être pu en parler pour qu'on ait un aménagement de son poste, mais en plus, elle aurait pu même en parler après, une fois que le recrutement était fait, qu'elle avait passé sa période d'essai, etc., pour dire je veux faire une économie quand même à cette entreprise pour laquelle je travaille, ce qui est un peu dommage. Après, je comprends, vous insistez sur la liberté, vous avez aussi raison. On a la liberté parce que des fois, on n'a pas envie non plus d'être catégorisé, on n'a pas forcément envie de se montrer comme avec ses faiblesses, j'allais dire. Bon, tout le monde est vulnérable, hein, mais en tout cas avec ses difficultés peut-être. Il y a ça aussi. Alors, il y a aussi une amende pour les employés, les employeurs s'ils n'ont pas leur quota en payant justement c'est une cotisation. C'est le mot de cotisation. Ça
appelle ça une amende, mais bon, c'est une cotisation. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des cotisations spéciales pour les services de l'État qui n'emploient pas les handicapés? Oui. Alors, enfin, non, je vous dis oui, mais je pense. Le FIPH fonctionne sur le même principe que la GFIP. Mais du coup, oui, oui, oui. D'accord. C'était Monsieur Boucharin qui a beaucoup levé la main. Oui, oui, parce que d'abord, je voudrais vous remercier de ce constat glaçant que vous nous avez exposé sur ce qui était l'évolution de la situation, la prise en charge du handicap au regard du monde du travail. C'était véritablement, j'en avais presque des sueurs tellement c'était glaçant, cette présentation. Bon, premier point. Deuxième, et je vous remercie infiniment de la clarté de votre propos. Deuxième question, alors je rebondis sur la question de Christine à propos du travail pénitentiaire, qui n'a rien à voir, à mon sens, avec le travail handicapé. Alors c'est vrai que la désadaptation produite par une incarcération de longue durée entraîne quelque chose qui pourrait être assimilé à un handicap. À mon avis, ça n'en est pas véritablement un. Mais le travail pénitentiaire existe. Alors, j'avoue que je ne sais pas depuis combien de temps. Je pense que ça existe depuis assez longtemps. Moi, je dirais depuis toujours. Je ne sais pas. Mais ne serait-ce que si on part dans la logique du bagne. Je veux dire, quand on envoyait les gens au bagne, Oui, mais c'est récent le bagne, madame. C'est très récent le bagne. Ouais. Ça remonte au 19e siècle. Ouais. Il a été surtout mis en œuvre après la Commune. En fait, le travail forcé existe en France à ma connaissance, hein, depuis l'époque de Louis XIV, Oui. où l'on a enfermé. Il y a eu tout un mouvement de pensée à ce moment-là. Je ne sais pas quel était le penseur qui était à l'origine de ça, qui était l'enfermement pour éviter les populations de mendiants. Tout à fait. En témoigne à Bordeaux l'ancien hôpital de la Manufacture, dont les bâtiments existent encore à l'intérieur du château d'Escas. Je ne sais pas si vous voyez où est le château d'Escas, au bout du pont Saint-Jean côté ville. D'accord. Il y a à l'intérieur du château d'Escas, vous savez, cette énorme pâtisserie Napoléon III, toute époustouflante de laideur. Il y a derrière des bâtiments du XVIIe siècle qui ont été construits sous Louis XIV pour enfermer et faire travailler les populations oisives et de ce fait réputées vicieuses qui hantaient les villes. Moi, j'ai vu la même chose aussi, et ça a été utilisé dans le cadre de la répression des guerres de religion. J'ai vu ça aussi en Languedoc. Il y a un endroit près de Pézenas, je crois, où il y a comme ça une entité qui a été créée de toutes pièces en race campagne, dans laquelle on enfermait les gens pour les faire travailler. Donc, cette notion de travail forcé existe depuis longtemps. Bon, ça, c'est un détail. Hein. Alors, je reviens à la question. Vous avez présenté l'évolution, et je vous en remercie, parce que cette évolution, elle se calque en fait sur l'évolution à laquelle a été contrainte la jurisprudence civile, puisque la responsabilité civile, en droit français, en droit originel du Code civil, repose sur la notion de faute. Et la grande difficulté qui a été posée par le machinisme au XIXe siècle, c'est précisément que lorsqu'une machine explose, et par conséquent, surtout une machine à vapeur qui ébouillante les gens, qui projette des morceaux de métal, etc., il est extrêmement difficile, voire impossible, d'établir une faute. Et à partir de là, la Cour de cassation, après quelques hésitations, a inventé, à partir de membres de phrases du Code civil qui étaient purement introductifs, a inventé la responsabilité du fait des choses, qui est une responsabilité quasiment objective. Et c'est ainsi, par ce glissement d'une faute individuelle à une responsabilité objective résultant du risque créé, qu'a été mise en œuvre toute cette législation, mais comme vous l'avez très très bien exposé, je vous en remercie, des législations fragmentaires qui obéissent quelquefois à des logiques ou à des principes presque contradictoires. Et notamment, j'entendais l'intervention de Pascal tout à l'heure à propos de cet employé. Clairement, ce que cet employé redoute, c'est une attitude discriminatoire. Voilà. Alors,
Bon, j'en viens à ma question, qui est une question, bon, moi je n'ai pas de question à poser à proprement parler sur ce qui a été dit, c'était remarquable, mais est-ce que actuellement on a une idée du nombre de travailleurs handicapés, enfin de travailleurs atteints personnes atteintes de handicap qui n'accèdent pas au marché du travail? Hors les Ouais. impossibilités résultant du Alors, handicap. ce qu'on a en fait, c'est le nombre de chômeurs. D'accord. On a le nombre De personnes inscrites. voilà, de personnes inscrites. Et, et ce qui est voilà. Alors ça je pourrais vous l'envoyer. J'avoue, je l'ai pas sous le coude Non, pour non, le mais coup. Mais en est-ce fait, on a un nombre de personnes inscrites. Et l'enjeu aujourd'hui des politiques publiques sur ce public, en fait, on a vous savez, on a des casseroles comme ça qu'on traîne dans le champ du handicap, et ces casseroles, c'est la façon dont c'est structuré le champ, donc de briques et de broc, avec un État qui arrive en traînant les pieds hein, à la comme le fin. carabinier, il arrive comme le carabinier. Voilà. Et sur le champ de la formation du travailleur handicapé relève d'une part d'une décision administrative qui est donnée par les MDPH, et dans des centres de rééducation professionnelle. Donc, par exemple, ici, on a la Tour de Gassy qui en a un. Et donc, ça veut dire qu'on a une offre de formation pour un travailleur handicapé qui est une offre de formation nationale. Donc, si vous voulez aller vous former comme horloger, je vais vous dire pas de problème, mais c'est à Strasbourg. Vous inquiétez pas, hein, je vous prends en charge, je vais vous héberger et tout, voilà, tout sera voilà. Et donc là, en ce moment-là, on est en train de suivre une expérimentation qui est de permettre à des travailleurs handicapés d'aller se former en milieu ordinaire, à l'AFPA, dans des centres de formation. Et vous n'avez pas idée de la complexité que ça représente. Vous n'avez pas idée des réticences de formateurs. Ah oui. Ouais, parce qu'il est là, hein, ça fait peur les gens, mais les gens ont des idées préconçues, mais plus. Et, et ils ne se représentent pas, même moi, je ne peux pas me représenter la diversité des situations que cache le terme handicap. Voilà. Et je pense en particulier à une structure qu'on a près de l'université où il y a marqué jardin d'enfants et que j'avais été enquêtée. Je n'ai pas vu hein, les enfants dont ils sont occupés, mais ce sont des enfants polyhandicapés. La moitié, ce sont des prématurés récupérés très tôt. L'autre, c'est des enfants avec des maladies orphelines. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, ça interroge quand même sur l'humanité. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un homme et, voilà. Et le sens de la vie. Alors, quand on voit jusqu'où ça peut aller et quand on voit les crispations de formateurs du milieu ordinaire, parce qu'on a dit le mot handicap, alors qu'on voit bien, franchement, un menuisier qui a laissé 2 doigts dans la toupie, il ne va pas... voilà. Vous n'allez pas perdre de doigts si vous le mettez, si vous le prenez dans votre centre de formation. Mais si vous n'avez pas idée de l'accompagnement que ça nécessite, mais de l'accompagnement, j'ai envie de dire, des valides. En fait, c'est nous qui avons besoin d'être accompagnés pour arrêter d'être crispés dès qu'on dit le mot handicap. Il me semble que oui, il me semble qu'il y aurait justement une réflexion à mener complémentaire sur ce que c'est qu'être valide, ce que c'est que ça induit comme cécité, comme incapacité à se rendre compte de ce que c'est que de ne l'être pas dans telle ou telle dimension. Et au point que, bon, je n'ai pas de référence précise à vous donner, mais il y a actuellement des courants d'études en sciences humaines sur ce qu'on appelle le validisme. D'accord. Validisme, c'est-à-dire cette sorte d'attitude qui fait que ça va de soi pouvoir faire tout ce que la moyenne des gens peut faire. Alors, il y a ça et une chose très simple, on a dû mettre à l'université de Place de la Victoire pour faire comprendre aux femmes de ménage de mettre la petite poubelle, non pas de là où il y avait le plus d'espace, on a dû les mettre sur un fauteuil roulant et de leur dire voilà, maintenant vous rentrez, vous essayez de faire tourner votre fauteuil roulant. Et quand elles ont compris que là où elles mettaient la poubelle, qui pour elles était, bah ouais, c'est plus pratique parce que c'est là où il y a le plus de place, que ça gênait quelqu'un en fait, elles ont compris que c'était peut-être là, bah oui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se baisser un peu plus pour la récupérer, voilà. Mais c'est très difficile de se mettre à la place des autres et puis franchement, il y a des formes d'handicap
Non repérable. Alors, non repérable, non repérable. Moi, je pense vraiment à certains traumatisés crâniens qui ont l'air comme ça de gens comme vous et moi. Mais effectivement, qui sont des gens qui, au bout d'une heure, moi, je connais quelqu'un qui peut aller 15 fois à la banque demander quelque chose, parce que la personne, elle a mis un post-it sur son frigo. Il faut que j'aille à la banque chercher ça. Donc, elle le fait, elle revient, mais entre-temps, comme elle est traumatisée crânienne, elle a oublié, donc elle revient chez elle. Elle revoit sur le frigo le post-it. Ah, ouais, il faut aller à la banque. Voilà. Elle peut aller 10 fois à la banque dans la journée. Je vous recommande une lecture de roman qui s'appelle La mémoire effacée de Franck Thiez. C'est un polar, c'est un super polar. La mémoire effacée, je pense qu'on le trouve en poche. Et vous allez voir, parce que l'héroïne a une mémoire à 2 heures. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir à travers ce polar, qui est vraiment un vrai policier, de voir toutes les stratégies qu'elle a mis en place pour ne pas se brosser les dents 20 fois par jour, pour penser à se laver, pour ne pas porter les mêmes vêtements, pour ne pas manger 10 fois par jour. Voilà. Toutes les stratégies que met cette héroïne, et je pense qu'il s'est beaucoup renseigné sur ce type de handicap. Vous avez dit qu'il s'appelait Franck? Thiez, T-H-I-2-L-E-Z, ou I-E-Z après. Franck Thiez, grand auteur de polar. Mais La mémoire effacée, vraiment, ça va vous tenir en haleine. Donc, il y a une obligation pour les sociétés De plus de 20 salariés. de plus de 20 salariés. Par contre, il y a aussi une responsabilité donc, de la société et une obligation. Est-ce qu'il y a une obligation? Je crois que oui, il y a une loi qui oblige les centres, enfin, les cinémas, les centres culturels, etc., d'avoir une adaptation de Ouais. leur style aux handicapés. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi là un contrôle fait pour voir si toutes ces salles sont aménagées? J'ai envie de dire oui et non. Alors, les contrôles, en fait, elles vont être faits par les personnes handicapées elles-mêmes. C'est-à-dire, il y a des... et je pense... voilà, j'interviens en CNAM de temps en temps et j'ai un des auditeurs qui est tétraplégique, donc qui vit de façon autonome, qui prend le tram, et des fois, il fait des tests. Voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire des tests et comme il est dans une association, il fait remonter des choses. Vous avez comme ça, par exemple, je pense que vous avez la liste de tous les magasins de Bordeaux dans lesquels vous avez des cabines d'essayage adaptées pour quelqu'un en fauteuil roulant. Voilà. Après, je travaille à l'université. Quand on voit le problème du bâti, en fait, c'est que ça fait pas mal à la tête, mais ça coûte très cher. Voilà, ça coûte cher. Donc, on y va petit à petit. Et là, les dernières lois qui sont passées sont, par exemple, des lois qui concernent l'ensemble des nouvelles constructions sur lesquelles on demande, par exemple, que la salle de bain puisse être une salle de bain qui puisse être facilement modifiable pour être accessible à une personne handicapée. Moi, j'habite dans une vieille résidence. Vous passez pas, quelqu'un en fauteuil roulant ne passe pas les portes, par exemple, parce que la taille des portes était conçue, voilà, pour les dominants. Et les dominants, c'est nous, c'est les valides. Et on est aujourd'hui sur ce travail, mais qui est compliqué. Quand je vous dis la loi de 2005, elle nous parle à nous, on ne le sait pas. Il devrait y avoir une grosse communication en nous disant, en fait, on a construit des sociétés pour les valides. Oui. Et c'est pour, voilà, mais c'était pas pour emmerder le monde, pour le dire crûment. C'est juste, on faisait comme ça. Sauf que maintenant, on sait que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, il faut rectifier le tir. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il fait... Jean-Pierre. Oui, non, simplement ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que d'un point de vue statistique, jusqu'à la guerre de 14, qui, comme vous l'avez dit, a provoqué une hécatombe et un très grand nombre de personnes handicapées, jusque-là, le handicap restait quelque chose de relativement marginal en nombre. Alors, il y a donc, ça. On peut comprendre que dans l'évolution d'une société,
comment dirais-je, ça n'a pas été une préoccupation majeure. Même si Oui, je me pose un oui, point de vue très cynique, hein. oui, oui, tout à fait. Je m'abstrais de Mm. toute considération morale ou Mm. simplement chrétienne, etc. Mais d'un Mm. strict point de vue, comment dire, utilitariste, les populations handicapées avant la guerre de 14, d'ailleurs vous l'avez très bien montré, c'était relativement marginal. Et de surcroît, j'ai l'impression que vous avez parlé de la peur, mais je me demande s'il n'y avait pas aussi la honte. Et Alors, oui, si, alors, lorsque survenait un handicap dans une famille, la personne handicapée n'était pas en quelque sorte mise sous le boisseau. complètement. Moi, j'ai entendu parler par ma belle-mère qui est morte il y a quelques années à 105 ans, mais dans sa jeunesse, vivant Mm. dans le nord des Deux-Sèvres, elle se rappelle avoir vu dans le fond de la pièce à vivre un enclos dans lequel était enfermé le, entre guillemets, le fou Ouais, de la famille. ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui était considéré comme inadapté à la vie courante et qu'on ne faisait pas prendre en charge. Alors, est-ce que c'était un problème de moyens? Est-ce que Non. c'était un problème de honte? Je ne sais pas. Il y Mais en a, tout il y a cas, plus- il y a- il y a deux choses. Il y a oui, d'une part le traitement de la folie. Donc là, vous avez parlé de l'enfermement à un moment donné, hein, oui, tout à fait. le Mais ça, XVIIe c'est de siècle. Foucault. Ouais, Il y avait Foucault. voilà, tout à fait. Et vraiment, le grand renfermement, les fous sont ceux qui vont être traités en dernier, hein. Il faut attendre la création on va dire que la psychiatrie se structure. Mais sur les questions de naissance d'enfants handicapés, on doit beaucoup de mal à Monsieur Morel, qui était aliéniste et qui avait élaboré, à la fin du 19e, qui avait élaboré le concept de dégénérescence, qui renvoyait à l'idée d'un peu, vous savez, de cette misère ouvrière, et que le fait d'avoir une vie dissolue, de l'alcoolisme, de la prostitution ou autre, Lire Zola. voilà, générer des naissances d'enfants handicapés. Et ce qui explique en partie pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps. Donc grâce à M. Morel, il y a eu cette idée quand même dans l'inconscient collectif que les naissances d'enfants handicapés avaient à voir avec des modes de vie un peu dissolus. Et, et vraiment, il faut attendre le général de Gaulle, parent d'enfants handicapés. Il faut attendre qu'il y ait des membres du gouvernement qui soient eux-mêmes parents d'enfants handicapés. Et puis attendre aussi qu'on soit dans un moment d'expansion économique pour que cette question soit traitée. Mais je suis d'accord avec vous, hein, ils étaient vraiment laissés... voilà. Voilà, laissés à l'abandon, j'ai envie de dire, à l'abandon des politiques publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, la question des enfants handicapés, en particulier de l'autisme, ça serait aussi de vastes sujets d'une extrême violence et de désarroi de parents sur les problèmes de prise en charge qu'on a en France sur ces publics. Hein. Voilà. Ouais. On est encore... Ouais. C'est terrible. Ouais. Faut qu'on trouve quelque chose, j'allais dire, de positif avant de conclure. Oui, On ne peut pas conclure sur quelque chose que sur une fin, négative. Si le côté positif, c'est qu'il y a de plus en plus de considération quand même pour les gens en difficulté, les gens dont on ne s'occupait pas, parce que vous parlez un peu voilà, du dominant finalement tout à l'heure. Je trouve que petit à petit, qu'on pourrait voir comme progression de notre société, c'est la prise en considération, peut-être on pourrait voir ça dans la notion de fraternité finalement, du plus faible, du plus vulnérable, du plus fragile. Et ça, évidemment, ça ne se voit peut-être pas sur quelques années, mais sur les décennies, sur les siècles, ça se voit qu'il y a une prise en compte quand même du plus vulnérable. On n'est plus dans la loi du plus fort. Enfin, il faut espérer quand même. Alors, ce qui va aider, et c'est quand même une des grandes avancées de la loi de 2005. La loi de 2005, elle a fait un truc génial. Elle a décrété que l'école de référence pour tous les enfants, c'est l'école du quartier. Ce qui veut dire, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Vous aviez le droit de mettre votre enfant en milieu ordinaire, mais là, l'école de référence, c'est le milieu ordinaire. Et on assiste aujourd'hui, alors il n'y a pas eu un rush d'enfants handicapés dans les écoles,
Mais on a de plus en plus de gamins quand même qui croisent dans leur scolarité d'autres enfants avec porteurs de handicap. Et on peut, si on fait l'hypothèse que les représentations sociales se construisent pendant l'enfance, entre autres, on va avoir de futurs adultes qui seront un peu moins crispés sur la figure de la personne handicapée, parce qu'ils en auront croisé. Nous, on appartient à des générations quand même où on ne les croisait pas à l'école. On ne les voyait pas. Et là, voilà. Donc, c'est ça qui change. Et ça va aussi accompagner le changement, je pense, et l'ouverture. L'ouverture pour accepter Il y a dans ça, et il y a aussi